le docteur Dominique Courtois, il est effaré. Il dit c'est la première fois qu'il ne comprend rien. Et il est étonné non plus de ne pas voir d'os, de bras, de quelque chose qui nous rappelle que c'est humain. Et c'est-à-dire que dans ce contenu, on ne voit rien qui peut dire que c'est humain. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on découvre, parce que nous participions donc du coup à l'autopsie, on découvre qu'il y a une petite cage thoracique d'enfant. Bonjour pour cette nouvelle émission d'On refait le procès, émission particulière et particulièrement grave puisqu'elle va concerner sur tout le territoire national ce qu'on appelle le trafic d'organes. Et oui, le trafic d'organes en France. Pour ce faire, j'ai invité aujourd'hui un être qui depuis 24 ans aujourd'hui ne sait toujours pas où est enterrée sa maman. Cette personne est, comme je le dis souvent, une belle personne, Thierry Kabyle. L'auteur de cet ouvrage est son avocat, maître Dominique Kounkou, qui explique de manière magistrale les tenants et les aboutissants de cette affaire où l'État français a supprimé la vie, le corps, le cercueil, la robe, les dents et jusqu'à l'existence d'Eliane Kabyle. Alors je suis en présence de son fils Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour Mourad. Écoute, je suis vraiment ravi. Je ne le dis pas suffisamment à mes invités. D'abord, je suis toujours très ému et touché par vos histoires qui, au final, se recoupent malgré les drames qui se jouent et qui se recoupent en raison souvent de ce que Hollande appelait la lâcheté des juges. Encore une histoire où on va refaire le procès. Alors, j'alerte tout de suite nos auditeurs que, particulièrement, vu le tenant de toute cette affaire où il m'a fallu étudier tout le dossier juridique, il n'est pas des moindres, mais il y a des pièces, vous n'avez même pas idée de ce que ça représente, c'est colossal, j'en ai partout. Donc, ça sera 3 émissions d'1 heure, parce qu'il est impératif que les Français comprennent ce qui se joue aujourd'hui en termes de respect de leur état civil, en termes de respect du corps de leurs défunts, puisqu'on va découvrir qu'il y a des trafics de corps, même des cadavres. On va découvrir qu'il y a des trafics d'organes. Et incroyable, grâce à toi, j'ai eu à le découvrir, trafic d'enfants. Thierry, tu es mon invité et cette émission est la tienne. Je rappelle l'affaire Kabyle. Alors, d'abord, on peut se procurer ce livre, Thierry, parce que c'est jamais évident. Alors, c'est vrai que c'est pas évident, mais ce livre, normalement, on peut se le procurer dans tous les réseaux, comme la FNAC, il est donc répertorié dans l'ensemble des librairies. Oui, mais il y a eu des empêchements au niveau de la diffusion. Mais il se trouve qu'ils ont bloqué donc qu'on s'appelle les commandes. Et la meilleure façon de se procurer, c'est donc de m'envoyer donc les commandes directement sur ma boîte mail. Et donc, on mettra à la fin de l'émission. Parfait. Ben même maintenant, on va le mettre. On va demander à la régie de mettre l'adresse ton adresse mail. Ce sera beaucoup plus simple. Et puis les gens te contacteront. Ils me contacteront et puis je leur enverrai le livre directement. Si vous souhaitez vous procurer tout. Alors, c'est vraiment un livre de référence. Il a été écrit par un homme exceptionnel, le maître Dominique Kounkou, qui l'a payé de sa robe, j'ai envie de dire, puisqu'il va être harcelé jusqu'à professionnellement. On a tenté de le radier en raison du fait qu'il ne vous a jamais abandonné, toi et ta famille. Et il a relevé un nombre délirant d'infractions face à une justice qui, encore à ce jour, refuse d'enquêter comme il se doit. Donc, moi, je te donne l'introduction. L'introduction, je la donne aux éditeurs. Je te la lance de temps en temps parce que ce qu'il faut dire avant toute chose, c'est que c'est une affaire qui dure depuis maintenant plus de 24 ans, qu'elle n'est toujours pas résolue. Il y a des délais de justice évidents et criminels, mais tout ça, ça s'est accumulé avec le temps. Donc pour se protéger les uns les autres, comme d'habitude, défauts en écriture, enfin défauts partout, aussi bien de la part de la police que de la part de cette justice que je mets de plus en plus entre guillemets. En tout cas, des criminels à robe noire n'ont pas hésité à commettre le pire pour protéger des criminels.
Et donc, ta maman rentre à l'hôpital, si j'ai bien retenu, pour une simple petite douleur au mollet droit, petite série d'examens. Ça se passe le 22 décembre, elle en sort le 30 décembre. Elle va y retourner pour une seconde hospitalisation le 27 janvier, donc un peu plus de 3 semaines plus tard. Une chambre lui est réservée, enfin bon, bref, machin. Et il y a déjà un truc qui m'a surpris, qui m'a choqué, c'est que je découvre par rapport au dossier que tu as eu la gentillesse de me remettre dans son entièreté, je rappelle, il y a eu 3 numéros d'admission, déjà, d'entrée de jeu. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, déjà, ça, ces 3 numéros, alors, c'est pas possible, puisqu'on sait que lorsque on rentre dans un hôpital, on a un numéro d'admission qui va être un numéro qui va nous permettre de suivre toutes les opérations au cours de notre séjour à l'hôpital. Le fait qu'elle y rentré une deuxième fois, ça lui attribue à nouveau un deuxième numéro, mais elle n'y est rentrée que 2 fois. Et avoir 3 numéros, ça conforte le fait qu'il y a eu une double comptabilité concernant notre maman. Donc il y a 2 personnes qui ont le nom de ta maman. Voilà, c'est-à-dire que finalement, ça leur a permis de faire des choses, et vous allez comprendre que dans ce dossier, tout est fait en double. Et c'est 2 corps qui se déplacent, c'est plusieurs actes de décès. Donc, on va faire étape par étape pour que chacun comprenne vraiment, puisqu'on a le temps. Cette émission qui va se faire donc en 3 parties, et c'est très bien, ouais. Ça va nous permettre vraiment d'être extrêmement clair. J'y tiens parce que je pense que ça concerne bien plus de familles françaises qu'on ne le croit, parce que tout ça se passe quand même dans un hôpital public. Hein. Tout à fait, mais non seulement familles françaises, mais également, moi je vais dire une chose, c'est qu'on est quand même dans un dossier, il y a des sujets en France qu'on ne peut pas aborder. Le premier, à mon sens, c'est tout ce qui touche la pédocriminalité, parce que la pédocriminalité, et on l'a vu avec Carl Zero, on voit tous ceux qui abordent ce sujet, ils prennent très cher. Tu sais, je te fais une confidence, ils ont ruiné ma vie. Hein. Oui, non, mais ça, là-dessus, je le sais. Donc, mais c'est pas mon émission de toute façon, puisque j'aborderai cette thématique avec plusieurs mamans plaignantes qui se font littéralement massacrer par des femmes juges et des femmes policières. Tout à fait. Qui sont là pour couvrir des actes pédocriminels en France. Ça, j'en sais quelque chose, oui. Ouais. Ça, tu touches un point sensible. Un point sensible. Mais, tu sais, je vais te dire un truc. 160 000 enfants violés par an en France, ça fait 400 par jour, et tu n'as que 3% des pédocriminels qui sont condamnés aux assises. Oui. Donc, voilà. Tout est dit. Tout est dit. Tout est dit. Et toute la classe politique, on voit très bien qu'aujourd'hui, elle est inapte à vouloir sauver les enfants de France, c'est-à-dire l'avenir de la France. Et comme me disent des amis à travers l'association Save the Children, 70% des enfants maltraités finissent par devenir des adultes maltraitants. Bien sûr. Comme quoi, c'est une question de société qui est vitale pour notre vivre ensemble. Mais bon. Mais c'est intéressant ce que tu es en train de dire, parce que, et je rebondis sur cette partie-là, parce que je pense que les gens n'imaginent pas à quel point déjà les enfants, c'est l'avenir. Et que cette maltraitance, vraiment, qui se fait vraiment de façon ouverte, hein, on ne s'en cache pas, puisqu'il y a, et je pense que tu es sensible à cette cause, tu as dû donc voir ce petit documentaire ou ce petit flash d'information qui circule sur les médias, où on voit une fille toute tremblante parce que son bourreau est en train d'arriver, et on nous annonce qu'en France, un enfant est abusé toutes les 3 minutes. Le nombre, si on fait toutes les 3 minutes, le nombre d'enfants abusés par jour, par mois, par an, il est effrayant. Mais la question est la suivante. Combien sur ce nombre ont une justice en France? Donc pourquoi faire ce spot si on en connaît le chiffre? Si on en connaît le chiffre, c'est qu'on connaît le nombre de plaignants et on connaît donc forcément le nombre de plaintes. On ne peut pas évoquer ce chiffre sans être quelque part au courant d'une façon ou d'une autre, et j'imagine que c'est le nombre de plaintes qui permet d'avoir ce chiffre. Mais ce qui est touchant pour moi, c'est que au vu de mon affaire, au vu de tout ce que je connais jusqu'à ce jour, je comprends
ce flash d'information autrement. C'est-à-dire que, en réalité, c'est une invitation à tous les pédophiles de venir en France, pédocriminels, parce qu'il y aura une impunité. C'est ça que ça veut dire. Venez ici, vous ne serez pas jugés. Oui, pour d'ailleurs, petite parenthèse mise à part, au moment où on se parle, je l'annonce publiquement, Emmanuel Macron, le blédard, enfin non, Emmanuel Macron, le rabzouz, Monsieur Retailleau, le français de papier, et Moussa Darmanin, le blédard, protègent au moment où on se parle un réseau pédocriminel de policiers de la DGSI, d'accord, qui trafiquent, qui ramènent des enfants français à l'étranger, commettent de la corruption sur mineurs, et une fois revenus en France, refont les passeports à la préfecture de police de Paris. Donc avec le soutien effectif pour l'instant de Laurent Nunez, puisque après avoir enquêté, tous les gens que j'ai eu à dénoncer ont bizarrement tous été mutés, et la complicité du commissariat du 17e arrondissement de Paris, rue Truffaut, et du commissariat de Versailles. D'accord ? Plus des magistrats en charge de la déradicalisation, c'est pour ça qu'ils m'ont fiché S. Mais je sais que le deuxième point que tu voulais apporter, en plus de la pédocriminalité, le sujet tabou, c'est le trafic d'organes. On parle souvent du trafic d'organes dans beaucoup de pays d'Amérique latine, en l'occurrence le Brésil, en Inde, mais on l'a vu, c'est complètement délirant en Ukraine. Quand on lit le livre La marchandisation de la vie humaine, on voit aussi qu'en Israël, c'est pas clair. C'est un trafic international sans précédent. Et on se rend compte que la France, c'est le cœur, et que les rares personnes qui vont se soulever contre toi, mais vont être massacrées par l'institution judiciaire, c'est-à-dire par les criminels en robe noire. Parce que moi, quand je lis le 4e de couve, vraiment un livre passionnant, je vous invite à le lire, il dit, Maître Kounkou, qui est un avocat en droit international public et brillant pénaliste, un hôpital public, celui de Gonesse en banlieue de Paris, a assassiné une patiente venue pour une petite douleur à la jambe. C'était en février 2021. Depuis lors, la famille réclame justice sans succès. Et la suite est très importante. Le tribunal devient complice, couvre les assassins. Dans la haute hiérarchie de l'État, des protecteurs leur assurent l'impunité, malgré les nombreuses preuves, et on va le voir, on va les dérouler aujourd'hui et encore pendant 2 fois, et de nouveaux éléments que donc Maître Kounkou, bien sûr, a fournis, les juges prennent invariablement la même décision, comme s'ils récitaient un texte consigné à l'avance. Alors, là, moi, j'avoue que j'ai découvert tout ce qui se passe au niveau du médico-judiciaire. On va en parler. Mais je voudrais que... Voilà. Déroule. Alors, je vais quand même rebondir sur cette lecture, qui est quand même très intéressante, puisqu'on a le temps. On a 3 émissions à faire. Oui, mais... Et donc, je voudrais quand même que... C'est vrai que chaque chose, elle soit nourrie également par l'actualité, parce que l'affaire Kabyle, c'est une affaire qui concerne tout le monde. Et elle concerne tellement tout le monde qu'on peut rebondir sur beaucoup de faits d'actualité. Et dans ce que tu viens de citer concernant le réseau de complicité qui est la magistrature, il y a un article qui avait fait bondir tous les magistrats. Ouais. Et donc... J'en ai parlé en introduction. Voilà, qui avait fait bondir tous les magistrats. Et le titre est éloquent. Et je te laisse le dire, c'est quand même Hollande et la lâcheté des magistrats, une relation de confiance ruinée en quelques confidences. Et ce qui est intéressant, c'est que je me rappelle... C'est dans son livre qu'il avait écrit avec les journalistes du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Un président ne devrait pas dire ça, voilà. Ouais. Mais effectivement, il y a un autre article qui était paru, effectivement, où on reconnaît la juge, la secrétaire générale du syndicat FO magistrat et ancienne juge antiterroriste, Mme Béatrice Brugger, traitée de lâche par Hollande, les magistrats se disent humiliés. Humiliés. Eh ben, vous savez, je vais vous dire un truc, au regard des émissions déjà précédentes et celle-ci, où on refait le procès, c'est pas qu'ils devraient se sentir humiliés, c'est que ils devraient être poursuivis pour complicité de crimes organisés à l'endroit des Français. Que ça soit
lorsqu'on parle de fraude fiscale, avec Stéphanie Gibault, lorsqu'on parle de permis de construire sur des terrains illégaux, où il faut récupérer 418 milliards en région PACA, c'est encore des magistrats qui trafiquent des dates de documents officiels. Et puis dans ton affaire, alors c'est la Bérésina, puisque je dis par avance à nos auditeurs, l'homme qui est en face de moi, ainsi que les membres de sa famille, sa tante, ses 2 sœurs et son frère, lorsqu'ils ont eu à réclamer à la justice l'ADN, non seulement ils vont s'assurer de ne pas vous fournir cet élément clé qui garantit l'authenticité de la personne décédée, mais vous allez prendre une amende record pratiquement jamais vue en France, de l'ordre de 15 000 euros pour abus de procédure. Vous entendez bien ce que je dis? Alors certains souvent pensent que les records sont détenus par Dieudonné ou Soral. Ce n'est pas le cas. Pour le coup, là, tous les deux, je pense qu'on veut dire, si on fait l'addition de tout ce dont on a été condamné au civil pour des démarches soi-disant abusives de la part de ces criminels en robe noire, les gens seraient atterrés. Mais ce que tu viens de dire là, encore une fois, je vais rebondir sur l'actualité et puis expliquer une partie du livre importante. C'est la raison pour laquelle on a rajouté cette petite bandelette jaune. Montre-la bien la caméra. Cette petite bandelette jaune. Et qu'est-ce qui est écrit dessus? Il est écrit « Vous connaissez l'affaire Dreyfus. Vous connaissez l'affaire Benalla. Mais les plus graves affaires sont celles qu'on vous cache. Voici l'affaire Kabyle. Combien d'entre vous connaissent l'affaire Kabyle? Très peu. C'est une vraie question. C'est pour ça que Nexus t'invite. Tout à fait. Mais je vais dire encore une chose, c'est qu'on connaît toutes ces affaires, mais combien de livres dans le monde, en France particulièrement, peut se permettre, à travers un avocat, à travers une famille, de dire ce qui a été dit en 4e de couverture, nommer le nom de l'hôpital, dire qu'il a assassiné. On n'est pas en train de dire peut-être, ou accusé d'eux. Non, il a assassiné une patiente, rentrée pour une simple douleur au mollet, et que ce livre n'a jamais été poursuivi pour diffamation. Jamais. Mieux, ce livre, cette 4e de couverture, a été donc présenté lors d'une plaidoirie par un avocat qui s'appelle Maître Philippe Fortabat-Labattu, et qui n'a jamais donc pu être contredit lors d'une audience. Et c'est la raison pour laquelle cette 4e de couverture, elle a ce qu'on appelle l'immunité de parole. C'est-à-dire que c'est inattaquable en termes de droit. Oui, et d'autant plus que si les magistrats, alors que notre ami Maître Fortabat-Labattu, qui est un type qui est vraiment remarquable, et qui la justice a causé aussi pas mal de soucis, puisqu'ils ont tenté aussi, lui, de le radier. Bien sûr. Qui est vraiment quelqu'un d'adorable, qui fait des vidéos sur YouTube. Il est très atypique sur le fait qu'en réalité, on n'a pas à reconnaître l'établissement de la magistrature actuelle, puisqu'effectivement, il n'y a plus ce rapport entre ce qu'était le roi, qui était le lieutenant du Christ sur terre, enfin lieutenant de Dieu sur terre, qui disait, et effectivement, il avait cette charge pleine et entière d'assurer l'égalité entre tous, ce qui est censé être fait aujourd'hui en France, ce qui n'est plus du tout le cas en France. Aujourd'hui, on a une justice qui est devenue complètement folle, et surtout, c'est lié à un seul facteur, c'est l'impunité des juges. Et comme on voit dans cette affaire, qu'on verra dans les autres et celles qui suivront, à chaque fois, c'est la même question. Qu'est-ce qu'on fait lorsque c'est un juge qui triche? Lorsque c'est celui qui est censé rendre la justice, non seulement il ne la rend pas, mais il accable une 2e fois la victime. On voit ça dans les affaires de pédocriminalité, on voit ça dans les affaires de viol. Le nombre de jeunes femmes françaises violées, massacrées, torturées, qui après des années de procédure voient pratiquement leur bourreau sortir libre, et qui retrouvent toute son égalité de droit dans la société française. C'est juste ignoble de leur part, et je tiens à saluer ceux qui se reconnaîtront, en tout cas les criminels en robe noire, comme un dégoût profond
qu'ils ont créé aujourd'hui dans cette société de par le refus intrinsèque, vital et idéologique à détester à ce point les Français. Franchement, ça pose question. Et continuez dans votre logique d'impunité, ça ne durera qu'un temps, j'en suis intimement convaincu, parce qu'en tout cas aujourd'hui, vous avez fait que la France n'est plus un état de droit. Non, mais il y a un truc qui est très important aussi dans ce livre, c'est qu'il a été remis effectivement, et à aucun moment il n'a été lu, puisque en tout point cet ouvrage explique tout ce qui s'est passé avec un nombre de sources incalculables. Il y aura une annexe à la fin, on en reparlera lorsque tu écris au président François Hollande suite aux attentats de Nice. Mais il y a un truc qui est très important. Alors, il faut absolument que les gens se mettent... Les attentats de Nice n'avaient pas encore eu lieu. Hein. Oui, justement. Mais tu fais état d'un courrier qui... Oui, c'était les attentats. Il y avait des attentats du Bataclan, parce que c'était les premiers. Oui, 31 décembre 2015, voilà. Effectivement. Et donc, c'est cet attentat auquel j'avais fait référence. Et ma question s'était posée à partir de là. Mais la réponse qui est venue avec le temps, au niveau de l'actualité, par contre, elle était édifiante. Oui, on en reparlera effectivement. Mais revenons à ton affaire, parce qu'on a parlé de la quatrième de couve, de la bande, mais on n'a pas parlé de la première de couverture. Et ça, c'est très important, parce que la première de couverture, c'est quand même la première de couverture du livre. Dans cette première de couverture du livre, on y voit un registre d'état civil. Et aujourd'hui, c'est quand même l'état civil, c'est pour chaque Française, chaque Français, pratiquement notre ADN administratif. On va y revenir. Oui, on dit ADN administratif parce que sur un point précis, tu vas parce l'évoquer. Que c'est la précision qui fait que c'est le terme en tout cas. Mais là, il y a un truc qui est complètement dingue. Dans la première page, même pas première page, la couverture de ton livre, on découvre que ta maman, paix à son âme, parce qu'on ne sait pas où elle est. C'est quand même incroyable. En France, on ne sait pas où sont des personnes décédées. Enfin, c'est quand même assez hallucinant. Là, les gens vont tomber des nues. Mais là, il y a 2 actes d'état civil pour la même personne. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Alors, oui, pour les actes, je vais l'expliquer, mais effectivement, comme on a trois émissions à faire, non, mais je voudrais quand même... vraiment qu'on rentre dans le sujet. Dans le sujet. Alors, je vais rentrer au niveau des actes. C'est pas rentre dans le sujet. Parce que pour moi, les actes, c'est tellement important que j'aurais voulu le situer dans un ordre chronologique. Alors, on va situer dans un ordre chronologique. D'abord, est-ce que tu veux... Alors, dans un premier temps, si tu le souhaites, il y a une incohérence incroyable qui se passe au décès de ta maman, puisque elle décède à l'hôpital, d'accord, et explique aux téléspectateurs, enfin aux auditeurs, pardon, qui est censé normalement établir l'acte de décès. Or, dans le cas de ta maman, ce ne sera pas le médecin légiste de l'hôpital, ça sera qui? C'est pire. C'est pas parce que étant morte à l'hôpital, donc il y a le médecin de l'hôpital qui constate le décès, et donc c'est à lui de faire le certificat de décès. Il le fait, le certificat. Mais en parallèle, il y a donc la même personne, le même capitaine de police, qui va donc déposer cet acte et obtenir un certificat de décès. Parce qu'il faut savoir que le certificat de décès, l'acte de décès ne peut être réalisé que s'il y a un certificat. C'est le certificat de décès ou le certificat de naissance qui donne droit ou qui enclenche l'acte soit de naissance, soit de décès. Mais le premier, c'est le certificat de décès, dans ce qui nous concerne. Et il se trouve, comme elle est morte à l'hôpital, il n'y aurait dû avoir qu'un certificat établi par l'hôpital. Or, et le médecin légiste et le médecin de l'hôpital établissent tous les deux un certificat de décès et obtiennent, par le biais du capitaine de police, 2 actes de décès. Ce qui est énorme. Alors, petite parenthèse, dis à nos auditeurs, parce qu'il y a quelque chose qui m'intrigue, je me fais leur porte-voix. La policière, enfin la capitaine de police, on va voir qu'il va jouer un rôle clé extrêmement néfaste dans cette affaire. Elle ne pouvait pas l'ignorer, ça. Non, elle ne peut pas l'ignorer, d'autant plus qu'elle y va 2 fois.
Donc elle y va une première fois, et c'est la raison pour laquelle c'est la première qui est vraiment visée, en tout cas dans le rapport d'un brillant, et le seul qu'on a, qui s'appelle Jean-Luc Bringuier, qui malheureusement, paix à son âme, n'est plus de ce monde, et c'est le seul expert en droit funéraire qu'on avait en France. À ce jour, il en reste un autre, qui n'a pas les mêmes capacités, les mêmes compétences, mais qui a une connaissance extrêmement forte dans ce domaine, qui dirige une association et qui s'appelle Monsieur Cavenic. Il se reconnaîtra d'ailleurs. Et lui, vraiment, que j'ai eu l'occasion de le consulter, il est extrêmement brillant dans ce domaine. Il faut savoir qu'en termes de droit, d'ailleurs, la raison qui avait donc motivé Monsieur Bringuier à exercer donc le droit funéraire, c'est que il m'expliquait que quand un enfant est dans le ventre de sa maman, il a des droits, mais c'est limité à 9 mois. Quand une personne naît, elle a aussi des droits, mais c'est limité à une vie. Par contre, quand on meurt, on a des droits et ceux-là sont illimités. Et c'est pour ça qu'il s'est orienté dans le droit funéraire, parce qu'il n'a pas de limite dans le temps. Et donc, c'est très bien de l'entendre, et je le rappelle, parce que dans l'affaire Seznec, pourquoi le petit-fils ou arrière-petit-fils a pu ressortir le dossier, c'est qu'il voulait donc, on va dire, corriger, en tout cas, tout ce qui avait été nuisible sur une personne de sa lignée. Et il avait raison de le faire, et il pouvait le faire parce qu'il n'y a pas de limite dans le temps. Et ça se trouve qu'un jour même, ce sera l'arrière-petit-fils qui ressortira le dossier Seznec et qui corrigera cette affaire. Tout comme dans mon dossier, aujourd'hui, ou comme n'importe quel dossier, on a les moyens de le faire à travers ce droit funéraire. Et il y a des choses, quand il y a quelque chose qu'on doit corriger par rapport à une injustice du temps de son vivant, on peut toujours le faire. Alors, si j'ai bien compris, on a un expert reconnu qui a fait état lors de son expertise que d'entrée de jeu là, il y avait un manquement grave et la justice n'en a pas tenu compte. C'est plus qu'un manquement grave. Il a souligné plusieurs manquements parce qu'il a fait un rapport sur ce point très précis. Sur le point des actes, on a comme une capitaine de police qui, elle est capitaine, elle n'est pas. Qui va faire elle n'est pas à l'accueil. Non. Ok, d'accord. Qui va, elle, parce que moi, tu m'as remis les 2 actes de décès là. Donc, elle va aller quand même très loin. Je veux dire, à aucun moment elle est reprise par la Direction générale de la police nationale. À aucun moment elle est reprise. Elle a une enquête de l'IGPN. Donc, manifestement, on a largement couvert cette personne. Parce que quand je lis la transcription de décès, donc les copies intégrales, et de la ville de Sarcelles et de la ville de Gonesse, je vois 2 dates différentes. Et je vois qu'à chaque fois, la déclaration est faite par cette capitaine de police. Apparemment, elle n'a pas été choquée, elle, de venir dresser un acte de décès le 14 février 2001 à 17h23, puis un autre acte de décès le 21 février 2001 à 16h27. Donc, elle est décédée 2 fois, ta maman ? Non, elle peut pas. Donc on est d'accord. Donc cette capitaine de police savait pertinemment ce qu'elle faisait. Oui, mais non seulement le capitaine de police savait ce qu'elle faisait, mais la capitaine de police. Mais ce qui est intéressant, c'est également de comprendre de quelle façon ils ont réalisé ces actes. Parce que ces actes-là, déjà, ce qui est troublant, en tout cas dans cette partie, c'est que quand on regarde donc l'acte qu'on veut donc établir comme étant le bon, si je prends la feuille de dressé, je crois que c'est toi qui l'as, le dressé. Tu pourras la sortir. Voilà, le dressé, c'est ça. Voilà, il est là. Vas-y. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir cette chose-là. C'est que ici, si je prends l'acte 90 de ma maman, qui a été le premier établi, c'est ça. Voilà, il est donc, on pourra le voir ici, il est donc dressé le 21 février 2001 à 17h27. Or, vous savez qu'un décès, on a exactement 24 heures pour le déclarer. Pas plus, pas moins. Passé les 24 heures, on est soumis à des amendes. Il se trouve qu'elle est décédée le 13 février 2001. Donc, il fallait la déclarer le 14. Donc déjà, cet acte, il aurait dû être
Invalidé. Mais c'est pas invalidé. Il aurait dû subir vraiment Une enquête. Une amende parce qu'ils ont dépassé de plus de 24 heures la déclaration. Il y a juste un point que je veux rappeler à nos auditeurs. J'ai retrouvé dans ton dossier une lettre, alors tu me corriges, hein, je vais essayer d'être le plus clair possible, du 9 février 2001, du service, donc un service de médecine interne adressé aux médecins traitants relevé par l'expert judiciaire. Et puis, pourtant, donc on parle du 9 février, là, et puis, comme tu le précises là, le certificat de décès qui est réalisé par le service de réanimation polyvalente, donc dans le même hôpital, est fait le 13 février. Donc, encore une fois, là, on s'amuse avec les dates. Alors, oui, on s'amuse avec les dates, mais c'est pour ça que je pense que... alors, là, je réponds à toutes les questions que tu me donnes jusqu'à aujourd'hui, mais ce qui est intéressant, c'est quand même de reprendre rapidement, et je vais le faire d'une façon très courte, c'est toute la chronologie jusqu'à tous ces éléments. C'est que ma maman, donc déjà, il faut déjà savoir reprendre le départ, c'est que ma maman, elle avait un papa, mon grand-père, qui a servi la France pendant plus de 30 ans au niveau colonial. Donc elle a été élevée, on va dire, comme c'était 6 petits soldats à la maison. Donc il y avait vraiment une droiture très importante. Je parle de ça parce que dans la suite, c'est-à-dire cette éducation qui malheureusement nous a, on va dire, empêché de voir les médecins comme des assassins Mais t'es comme tous les Français. C'est-à-dire, oui, mais tous les Français il y a une confiance. ont une confiance littéralement absolue dans ce système régalien où ils pensent que nos politiques sont honnêtes, enfin ils y reviennent, hein. Ils pensent que la justice est honnête, ils y reviennent. Ils pensent que le corps médical est honnête, il suffit de voir comment se comporte le Conseil national de l'ordre des médecins, ils vont jusqu'à protéger des pédocriminels, enfin des médecins pédocriminels. Enfin, mais tout ça justement est en train de s'effondrer. Aujourd'hui, nous avons de moins en moins confiance, et à juste titre, bien sûr, dans ces autorités institutionnelles, pour une raison très simple. Et ça a été révélé récemment dans un article. Elles sont gangrénées par la corruption. Oui, c'est vrai, mais... Les Français n'en peuvent plus. Regarde tous les chiffres. Entre 70 à 80% des Français qui n'ont plus confiance dans le corps politique, qui n'ont plus confiance dans la justice, qui ont plus confiance dans la médecine, dans la police. La police. De plus en plus. Ben oui. Et il y a de quoi, quand on voit ton affaire et comment se comportent certains capitaines de police... C'est hallucinant. Et en plus, dans l'éducation nationale, aujourd'hui, il y a un délitement qui s'opère, puisque des parents souhaiteraient voir s'appliquer des cours qui feraient que leurs enfants pourraient prétendre demain aux grandes écoles et aux écoles internationales. Et à côté de ça, on voit que c'est la décadence totale, puisqu'on veut absolument les débaucher sur des questions concernant l'éducation sexuelle. Mais il y a un truc qui est important dans ton affaire, parce que je voudrais vraiment, je sais, tu nous as dit ça, et je voudrais même que ça soit presque ta conclusion, cette vertu enseignée au sein de ta famille, dans cette volonté de croire en cette toute-puissance de l'État. Bon. Moi, ce que je retiens, quand j'ai lu ton dossier, ta maman décède, on va présenter l'affaire. Ta maman décède, enfin on l'a déjà présenté, mais alors, je vais rattraper la chronologie que tu voudrais dire. Elle décède le 9 février 2001, enfin officiel, dans un premier temps par le service de médecine interne, et 19 février. On découvre qu'on va dire on est le 13, puis après on va découvrir que c'est le 21. Bon, déjà là, pour ceux qui nous écoutent, bon, depuis 24 ans, ta famille et toi ne savent pas où est son corps. Pire, ainsi que celui, parce qu'on va en parler, de ton frère Philippe, qui était officiellement dans le même caveau familial depuis, lui, août 89, suite à un décès tragique. Bon. Vous êtes présent à l'inhumation. Il n'y a aucune trace d'autopsie ni de cicatrice. Sa meilleure amie, Madame Aroli, va faire un témoignage, Francine. Oui, pour dire qu'il n'y a pas de... Pour dire qu'il n'y a pas de cicatrice non plus lors de l'autopsie, jusqu'à avant la mise en bière. Vous allez découvrir que
le cercueil de ta maman, on a les photos, on les montrera à l'écran, lors de l'exhumation, ne sera pas le même, parce que vous allez vous battre, vous allez demander des exhumations. Que ce cercueil qui était porté par 4 personnes, on montrera les photos, lors de l'enterrement, lorsqu'il a fallu sortir le cercueil 2 ans et demi plus tard. 2 ans et demi plus tard, il a fallu, je crois... il a fallu... Tu m'as dit 8 personnes. C'est-à-dire que le témoin compte 8 personnes, mais elle hésite, elle dit 8 et plus, mais il y avait 10 personnes en réalité pour le porter. Donc, ce qui prouve que ça s'était sacrément alourdi. C'était très lourd. Bon. Parce qu'il y aura une première plainte que vous déposez le 13 février 2001 au tribunal judiciaire de Pontoise. Donc, le procureur va requérir une analyse du corps le 16 février. Et on en arrive là. Et là, ce qui se passe, c'est quand même un truc de fou. C'est que vous vous rendez, vous, au cimetière pour cette fameuse exhumation. Alors, je voudrais que tu racontes ça en termes de chronologie. Qu'est-ce qui se passe, Thierry ? Vous arrivez à 6h du matin, ou je ne sais plus. Alors déjà, c'est qu'il y avait quand même déjà une multitude d'éléments qui se sont produits. Que vous avez donné à la justice, c'est pour ça que le procureur accepte votre demande. Oui, tout à fait, mais il y avait une multitude de... alors la demande, elle a été acceptée parce que déjà, la façon dont elle est décédée à l'hôpital, c'est dans des conditions abjectes, parce qu'on la retrouve quand même dans une pièce avec du sang sur les murs, sur les plafonds, avec une ouverture de l'épaule vers la poitrine, et c'est une pièce qui n'est pas un bloc opératoire, et on comprend bien qu'on a le sentiment qu'ils se sont battus dans cette pièce. Donc, pour cette raison, un petit peu avant, puisqu'on avait quand même, ils avaient découvert, soi-disant, une anémie réfractaire, et on avait donc demandé, on s'était renseigné, c'était donc une faiblesse de son système immunitaire, et qu'on sait que cet hôpital, on découvre que dans cet hôpital, il y avait donc 3 patients, ils étaient 3 dans la même chambre, que les toilettes étaient partagées avec le public, et là, il y avait une personne clé qu'on a rencontrée sur notre parcours, qui s'appelle Monsieur Alain Michel Cerruti, et Monsieur Cerruti, donc, qui lui avait eu donc un souci avec son épouse, qui avait contracté une maladie nosocomiale dans les hôpitaux, était très sensible à cette cause, et donc, rapidement, de son œil professionnel, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que, vu le nombre de personnes qui est dans la chambre, qui partagent les mêmes toilettes avec le public, ce qui est impossible, le clin n'existe pas dans cet hôpital. Donc, il soulève un point important, et c'est ce point-là qui va faire que nous allons donc, inquiéter l'hôpital au point où il décide, avec le temps naturellement, de détruire cet hôpital pour en reconstruire un autre. Et on découvrira par la suite qu'on avait bien raison de se soucier de l'état de santé de notre maman par rapport à l'hygiène de l'hôpital et l'insécurité qu'il présentait en n'ayant pas le clin, puisque aucun contrôle, et donc ils étaient donc en roue libre. Et c'est cette partie-là qui va être donc très intéressante parce que cet hôpital, il va donc détruire le premier pour en reconstruire un autre et obtenir le clin. Et qu'est-ce qu'on découvre d'ailleurs dans les propos qu'il détient? Juste pour nos auditeurs, le CLIN, c'est le comité de lutte contre les infections nosocomiales. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand il réouvre l'hôpital, que dit un des responsables de l'hôpital? Il dit enfin... C'est le directeur des ressources. Il dit enfin un hôpital où les patients ne seront plus 3 dans la même chambre. Ils n'auront plus à partager les toilettes avec le public. Et donc, diminuer le risque des maladies. C'est un hôpital qui respecte les normes d'hygiène. Voilà, c'est délirant. Mais c'est une épine du pied qui est enlevée à l'hôpital qui est considérable parce que non seulement on expose un dossier sensible qui est celui de notre maman qui est morte dans des conditions invraisemblables, mais on met l'accent sur quelque chose, sur 2 points importants. C'est que notre maman, qui avait soi-disant une maladie dite de son système immunitaire, elle devait être déplacée à l'hôpital Saint-Louis, qui lui proposait donc une chambre stérile où elle n'aurait pu contracter aucune maladie. Naturellement, on n'aurait pas pu avoir de contact avec elle, mais on aurait pu au moins la voir. Elle aurait été encore en vie à ce jour. Et surtout,
prendre le temps de comprendre pourquoi son système immunitaire avait baissé. Or là, que se passe-t-il? C'est que l'hôpital non seulement nous enlève cette chance, mais le lendemain, où il refuse son transfert, le soir même, il la descende en réanimation, en nous disant qu'on va rentrer dans le week-end et donc, du coup, c'est pour une meilleure surveillance. Nous, on y croit. C'est-à-dire que c'est pour ça que je parlais de mon grand-père, parce que donc cette éducation nous a rendus un peu naïfs, trop confiants dans les institutions, et on ne voyait pas un mauvais rôle dans cette histoire. Finalement, le lendemain, quand on la découvre, elle est donc en réanimation, elle est ventilée, on voit son ventre qui gonfle, qui dégonfle au rythme d'un ventilateur artificiel, un système de respirateur. Et donc, c'est pour maintenir les organes en vie. Ça, on le comprendra plus tard. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on voit cette scène, on regarde les appareils, parce que nous, quand on voit ça, pour nous, elle est morte. On la voit dans un état de mort, et on cherche quelque chose qui nous dit qu'elle est vivante. Et on voit, tous les traits sont droits. Le seul qui fonctionne, c'est celui qui marche au rythme du respirateur. Et on lui demande, docteur, elle est morte. Il dit pourquoi? Il dit mais les appareils ne fonctionnent pas. Encéphalogramme là. Et il nous dit oh, on a oublié de brancher l'appareil. Il va chercher un docteur qui s'appelle le docteur Do. D''HO. Et quand il arrive, ce docteur arrive et il dit je ne sais pas le brancher. Et là, mon grand frère, il a le réflexe que nous n'avons pas. De mettre la prise? Non, nous n'avons pas ce réflexe parce que on ne peut pas penser que notre maman va mourir. On ne peut pas penser qu'elle est morte. Et lui, il pose la question, il dit, docteur, est-ce qu'elle est morte? Et là, on regarde le docteur. On est tous accrochés à ses lèvres. Et qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Il regarde le plafond, il dit, Dieu seul peut nous répondre. Ça a été d'une violence Ils n'ont pas eu ce sans genre de précédent. Pendant le Covid, hein. Ça a été d'une violence sans précédent. Et donc, ce sont tous ces éléments qui nous ont conduits à avoir une méfiance le jour où nous sommes arrivés à cette fameuse exhumation. Et je précise pourquoi on a obtenu cette exhumation. C'est qu'il y a eu donc, naturellement, la façon dont elle est décédée, toutes ces conditions font qu'il est normal qu'on ait demandé, malgré cette éducation militaire qui nous a conduit à faire confiance à tout le monde, qu'on ait demandé une autopsie. Et quand on a demandé une autopsie, quand on a découvert le rapport d'autopsie, que disait-il, ce rapport? Il disait que cette femme avait un poids pratiquement qui approchait les 100 kilos. Ma maman pesait à peine 60 kilos à l'hôpital. Il partait d'une personne qui mesurait 1m65. Ma maman mesurait moins d'1m60. Cette personne était blanche. Ma maman était noire. Cette personne avait une seule boucle d'oreille, une oreille percée. Ma maman avait les deux boucles d'oreille percées. Cette dame était totalement édentée. Ma maman avait des dents. Et j'avais son dentier pour montrer qu'elle avait des dents. Donc tous ces éléments ont fait que le juge n'a pas pu répondre autrement que par une exhumation. Et lors de cette exhumation, pour nous, c'était un élément important parce que c'était l'élément qui allait nous permettre d'avoir la vérité. Donc c'est normal qu'on était venu avec une grande méfiance et malgré l'horaire qui nous avait été imposé à 8h30 l'exhumation, on est arrivé à 5h30 aux portes du cimetière. Et c'est seulement à 6h qu'on voit une personne qui rentre. Et quand cette personne rentre avec son bleu et sa pioche... Oui. Mais est-ce que tu me permets juste, avant que tu poursuives, là, il y a quand même un passage très important dans ce que tu as évoqué, qui va revenir dans ton dossier, parce qu'après, sinon, les auditeurs vont perdre le fil. Là, on a le temps, justement. On peut rentrer dans les détails. Il y a un détail que j'ai quand même trouvé assez délirant, puisque manifestement, elle a aussi attrapé une maladie nosocomiale, et pas du tout dans les conditions d'une chambre stérile. Et ce qui va être assez fascinant, c'est que le juge qui va être en charge de cette affaire, au lieu d'aller dans le sens d'une maladie nosocomiale, éventuellement, entre guillemets, il va faire le choix, parce qu'il avait le choix. Soit c'était un syndrome infectieux brutal, et on parlait de maladie nosocomiale et tout ça, et un cancer du sang.
Sauf qu'un cancer du sang, on n'en trouve de traces nulle part, dans toutes les analyses. Et qu'est-ce que choisit le juge? Le cancer du sang. Chers auditeurs, voilà pourquoi certains doivent être surnommés les criminels en robe noire. Excuse-moi pour cette parenthèse, parce qu'elle m'apparaissait importante, vu que tu rentrais dans les détails. C'est un point qu'on n'avait pas forcément évoqué par la suite. Donc là, vous vous rendez, comme convenu, normalement le rendez-vous a eu lieu à 8h, enfin 8h, ouais. 8h. 8h30, non, 8h30. Et vous arrivez exprès à 6h. À 5h30. Ah ouais. 5h30. Alors raconte aux auditeurs ce qui se passe. Eh bien, 5h30, nous on est devant les portes, c'est au mois de juin, donc il fait beau. On est avec des témoins, et puis il se trouve que on attend patiemment. Une demi-heure plus tard, qu'est-ce qu'on voit? On voit une personne qui arrive avec une pioche, un bleu. Il va pour rentrer dans le cimetière, et là on se présente comme étant les membres de la famille, et qu'on doit rentrer avec lui. Parce qu'il y a un article dans le code de la police funéraire, qui est le 2213-40, qui stipule que le premier coup de pioche ne peut avoir lieu si le membre de la famille le plus proche n'est pas présent. N'oubliez pas ça, chers auditeurs, il y a des éléments juridiques qui vont vous servir à toutes et à tous, car vous avez affaire à une mafia dans ce pays qui va jusqu'à voler les corps, les organes, puis les corps de vos défunts. Et vous comprendrez pourquoi. Et donc, du coup, quand on lui parle de cet article, pour nous, c'est une façon de lui dire qu'on a toute l'autorité, toutes les raisons de rentrer avec lui. À notre grand étonnement, il nous dit non, il referme la porte, et là on est surpris, et du coup on le suit du regard, et en le suivant du regard, on découvre que, en s'enfonçant, on découvre qu'il y a 2 corbillards, une pelleteuse, une petite camionnette, et qu'il y a en tout 14 personnes minimum. Et quand on est rentré à 8h avec la police judiciaire, on découvre, on recompte le nombre de personnes, et il y a bien 14 personnes. Ce qui est étonnant, c'est que l'opération est déjà faite. C'est juste du cinéma, parce que je rappelle l'article 2213-40 du Code de la police funéraire. Enfin, général des collectivités territoriales. Stipule, enfin, précis. Oui, on dit territorial, mais on dit de la police funéraire, parce que c'est aussi le terme qu'on peut employer. D'ailleurs, la même police funéraire qui ne va jamais vérifier l'identité du cadavre. Tout à fait, mais là, c'est une autre, on va y aller. Et c'est donc quelque chose d'incroyable, parce que qu'on s'appelle... quand on rentre à 8h avec cette police, on découvre que le trou est déjà fait, que les cordes sont déjà là juste pour montrer qu'on va lever le cercueil. Or, le 2213-40 du Code de la police funéraire stipule que le premier coup de pioche, je dis bien le premier coup de pioche, ne peut avoir lieu sans la présence du membre de la famille le plus proche. Incroyable. Or là, tout est creusé, tout est déjà fait. Et en plus, qu'on s'appelle le cercueil, quand ils le sortent, ils le mettent sous bâche directement, donc on voit rien. Il est déjà même bâché. Il faut savoir qu'il est déjà dans une bâche, donc on voit même pas à quoi ressemble le cercueil, mais c'était voulu, parce que d'entrée de jeu, si on avait vu le cercueil, on aurait vu tout de suite que c'est pas le sien. Déjà, pourquoi? Mais vous allez voir quand même. Parce que on va le voir. Pourquoi on va le voir? Parce qu'on a suivi donc ce cercueil jusqu'à l'Institut médico-légal de Garches. On avait donc tout de suite, sur le trajet, décidé d'organiser une veillée funéraire. Et je rappelle que en France, même le plus grand criminel qui perd un de ses proches, il a le droit d'assister à une veillée funéraire. Nous, la famille, qui n'étions pas des criminels, mais qui avions, et comme tu l'as si bien dit, eu l'amende record en France de 15 000 €, on est considéré au-delà même d'un criminel. Je ne sais pas le nom qu'on peut avoir là-dessus. On nous a refusé cette veillée funéraire. Ce qui nous avait motivé à participer à la veillée funéraire, c'est non seulement le poids du cercueil, parce qu'il y avait 8 personnes pour lever le cercueil et ça ne suffisait pas. Et à un moment donné, c'était tellement lourd qu'il y a une des personnes qui a demandé aux 2 autres qui étaient près du corbillard de venir les aider, parce que le cercueil était trop lourd et s'il ne venait pas, il lâchait le cercueil. Et c'est là où on a pris conscience du poids du cercueil et que ce témoin a fait un courrier parce qu'elle était effarée de cette situation. Oui, la fameuse Madame Séverine. Ouais. Il y a un point qui est important, je voudrais que tu ailles dans ce sens, parce que j'ai appris beaucoup grâce à toi. J'espère que les auditeurs en apprendront tout autant. C'est quoi cette histoire avec la facture de la ville de Sarcelles là ?
qu'on montrera à nos éditeurs. Cette facture qui vient confirmer que le 30 juin 2003, il y a eu un creusement de fosse. Donc une place effectuée à 6 h du matin, au prétexte que c'était en dehors des heures normales de travail. Est-ce que tu peux nous donner... Qu'est-ce que ça va t'amener comme découverte? C'est pas une découverte, c'est une confirmation. Merci. C'est une confirmation. C'est-à-dire que finalement, ça nous a bien confirmé que cette opération s'est bien faite en dehors de la famille. C'était la preuve qu'il n'avait pas respecté cet article de loi. C'était la preuve également que ces personnes conscientes qu'elles avaient fait une opération qui n'était pas légale, donc elles l'ont marqué en dehors des heures normales, à 6h30, si mes souvenirs sont bons. Et ce qui est intéressant, c'est que ce document aurait dû nous servir de façon indiscutable pour faire valoir nos droits en disant que l'article n'a pas été respecté, qu'il faut sanctionner cette situation. Ça n'a jamais été fait. Mais c'était aussi le rôle des enquêteurs, la police et la justice, de faire valoir ce point de droit. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Ça n'a jamais été fait. En plus... Il y a un élément qui est très important. Alors peut-être que j'avance ta question. Vas-y, c'est ton émission, je t'écoute. Et en plus, ce qui était quand même important, c'est on aurait dû, parce que donc, naturellement, quand ils nous ont refusé l'avis funéraire, qu'est-ce qu'on a dit? Le lendemain, on était motivés pour participer à l'autopsie. Quand ils ont ouvert ce cercueil, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il y avait une quantité de chair humaine fraîche, avec du sang frais. Je rappelle que c'est en 2003. Avec du sang, 2003. Et elle était enterrée en 2001. En 2001. Et donc, on avait compté, ça faisait pratiquement 2 ans et demi plus tard, et elle aurait dû être en décomposition. On aurait dû retrouver un squelette, et là on retrouve des morceaux de chair, mais par contre les os, on ne les voit pas. Il n'y a pas d'os apparent. On montrera quelques photos. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons pris les photos. Alors, aux chers auditeurs, c'est des photos que l'émission vous pourrez regarder en famille. Ce sont des photos, bien sûr, on n'a pas choisi les photos les plus macabres, on veut dire. C'est pas un film d'horreur. Hein. Donc on montrera quelques photos qui montrent la différence de cercueil entre le vrai à l'origine, dans lequel vous avez enterré votre maman, et celui-ci qui n'a pas du tout la même forme au niveau des pieds. Et puis quelques photos montrant des sacs de chair, littéralement, pratiquement, qui ont été là, placés là. Enfin, c'est assez délirant, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que ça fait là 2 ans et demi après? Et ce qui est étonnant, c'est surtout ce contenu. Et je rappelle même, parce qu'on est passé dans une émission, on va dire, relativement médiatisée, on peut dire sans aucun doute, Julien Courbet. Avec Julien Courbet. Et le docteur Dominique Courtois, il est effaré. Il dit c'est la première fois qu'il ne comprend rien. Et il est étonné non plus de ne pas voir d'os, de bras, de quelque chose qui nous rappelle que c'est humain. Et c'est-à-dire que dans ce contenu, on ne voit rien qui peut dire que c'est humain. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on découvre, parce que nous participions donc du coup à l'autopsie, on découvre qu'il y a une petite cage thoracique d'enfant. Alors c'est la partie la plus macabre pour nous. C'est terrible. Pourquoi c'est macabre pour nous? Parce que quand je vois cette petite cage thoracique d'enfant placée au-dessus, je me dis, mais finalement, tous ces enfants qui disparaissent en France et qu'on ne retrouve jamais, je comprends pourquoi on ne les retrouve jamais, parce qu'ils sont dans un endroit où même si la tombe nous appartient, nous ne pouvons pas y accéder comme ça. Il faut des autorisations bien précises et il faut une raison précise pour pouvoir obtenir une exhumation. Et là, je vois cette petite cage thoracique et je me dis finalement, si on ne retrouve jamais ces enfants, c'est parce que c'est là où ils sont cachés. Alors, chers auditeurs, ce que vous entendez à l'instant, c'est d'une gravité sans nom. Puisqu'effectivement, on a parlé des enfants abusés chaque année en France, plus de 400 par jour. On oublie de rappeler, alors certains évoquent le chiffre de 15 à 20 000 enfants qui disparaissent chaque année en France. Il faut être très exact. En réalité, dans les 60... on en retrouve littéralement un tiers dans les 72 heures de leur disparition. Fugue éventuelle, disparition d'un téléphone, ou quoi que ce soit. Mais en réalité, il y a 7 000 à 8 000 enfants qui, chaque année en France, disparaissent littéralement. C'est-à-dire que les familles, une enquête est lancée. Au bout d'un certain temps, bizarrement, on écrit à la famille pour dire l'enquête est arrêtée, on a mis tous les moyens possibles et inimaginables, alors que
J'ai un doute encore très fortement parce que pendant le Covid, après qu'on ait signé le petit papier, on savait exactement où on était, où c'était passé le 1 km près de chez nous. Mais là, bizarrement, des enfants qui disparaissent, un moyen impossible et inimaginable, ouais, c'est vraiment inimaginable. Ils n'arrivent pas à les retrouver. Mais ces 7000 à 8000 petits anges qui disparaissent chaque année en France, chaque année, et dont on retrouve nullement la trace, et dont aux familles, on envoie un courrier une fois que l'enfant a virtuellement atteint 18 ans pour dire aux familles, le dossier est définitivement clos. C'est pour ça que moi je fais partie de ceux qui réclament qu'il n'y ait aucune prescription concernant les crimes d'enfants et même de viol. Parce que tant qu'on n'a pas arrêté le coupable, je ne vois pas pourquoi on donnerait une deadline. Mais ce qui est très intéressant dans cette affaire, quand la cellule trafic humain du FBI, avec qui j'ai eu la chance de pouvoir être en lien, parce qu'en France, il y a des policiers pédocriminels à la DGSI qui violent des enfants français au prétexte de la déradicalisation, qui organisent aussi des viols d'enfants sur le territoire national. Je renvoie aux enfants vietnamiens qui arrivent à Roissy et se disant destinés à l'ASE, puis dès la sortie de l'aéroport sont pris en main par on ne sait pas qui, mais en tout cas des trafiquants. Le point que je vais vous évoquer est très important. C'est 7000 à 8000 enfants qui disparaissent en France. C'est quand même assez troublant de savoir que des enfants disparaissent définitivement dans un des pays du G7, dans un des pays les plus riches au monde, dans un des pays où le système de sécurité, vu qu'il y a de plus en plus, parce que vous le savez peut-être, en tout cas Nexis la rappelle dans plusieurs numéros, la mise en marche de l'identité numérique, donc c'est très difficile de se rendre absent, entre guillemets, auprès des autorités. Là, vous avez 8000 enfants qui disparaissent chaque année en France. Alors moi, je vais vous donner une réponse, un élément de réponse parmi ces enfants. Une partie de ces enfants servent à des rituels pédosatanistes. Je ne dis pas tous, mais une partie de ces enfants. Okay ? D'autres à des crimes extrêmement crapuleux, dont en fin de compte, les criminels ont caché le corps, jusqu'à quand. Bon. Mais regardez où finissent les corps, où on finit par les... dans des cercueils. C'est-à-dire que des cercueils, des tombes sont réouvertes dans lesquelles sont mis des corps d'enfants. Est-ce que vous réalisez de ce qui se passe dans notre pays? Comment se fait-il qu'aucune personnalité politique s'est engagée dans ce combat qui est peut-être un des plus grands scandales d'État? Et d'ailleurs, tu vas nous rappeler un point. Tu avais rencontré quelqu'un qui était lié à l'humanitaire et qui t'avait fait état que ces enfants, les enfants qui étaient abusés sexuellement... C'était la présidente d'Amnesty International. C'est lors d'une émission, parce qu'encore une fois, ils enquêtaient à cette époque, ils voulaient savoir est-ce que le trafic d'enfants, le trafic d'organes existait en France. Et donc le seul dossier qui existait, c'était le mien, et c'est la raison pour laquelle ils m'avaient invité lors de cette émission. Et la présidente d'Amnesty International, en évoquant donc le trafic des enfants, elle disait que lorsque les enfants sont abusés, elle disait quand ils lorsque les enfants sont usés, c'était le terme utilisé. Donc trop abusés, quoi. Usés. Non, elle disait usés. Oui, pour dire trop abusés. Ouais. Oui, mais sur le coup, j'avais pas compris parce qu'elle disait lorsque les enfants, elle a dit textuellement, lorsque les enfants sont usés, on les recycle. Et moi, j'écoute, j'ai enfants usés, parce que moi, je comprenais pas à cette époque ce que ça signifiait. Et je lui dis enfants usés, mais je lui dis expliquez-moi parce que moi, je suis plus âgé que ces gens-là, donc forcément usé. T'as pas compris. J'avais pas compris. Et là, elle m'a dit, usés, oui, quand ils ont été tellement, qu'on s'appelle, abusés, ce sont des légumes, donc on les recycle. Et c'est là où ma bouche est restée grande ouverte, et j'ai dit, mais c'est hallucinant. Et je rappelle encore une fois, parce qu'on parle de la France, mais je rappelle juste ce petite partie, ce spot où ils disent, en France, toutes les 3 minutes, un enfant est abusé. Ça fait un nombre considérable par jour, par mois, par semaine, par mois, par an. Et quand on voit le nombre, vraiment, qu'on ne retrouve jamais,
et que je découvre accidentellement dans le cercueil qui est supposé celui de ma maman, je dis finalement, il faut voir ça comme un signe, en réalité. Mais ce qui est fou, que dans le rapport d'expertise, où effectivement, là, il est difficile de dire qu'il n'y a pas une cage thoracique d'enfant. Ce qui est quand même assez hallucinant, c'est que même les juges, et comment ils peuvent se dire encore juges, ils ne sont pas à ce point préoccupés ou effarés. Non, ils peuvent pas. Non, enfin, ils peuvent pas. Enfin, nous, on peut. Les auditeurs qui nous écoutent, ils peuvent. Oui, mais... Donc, je veux dire, ce sont des dégénérés mentaux à ce point-là. Hein. Non, mais ils ont un business à protéger. Une telle haine des enfants. Non, mais parce que, tu sais, je vais te dire, dans un de mes précédents ouvrages, j'avais parlé. Je m'étais référé à 2 rapports, un rapport de la Chambre des Lords anglaise et un rapport de l'Union européenne, dans lequel était fait état que 60% des enfants parmi les migrants qui voyageaient seuls disparaissaient. C'est énorme. Donc ça fera l'objet de la thématique d'une de nos prochaines émissions, puisque on parle souvent de cette subversion migratoire, mais en même temps, tous ces migrants sans identité sont des proies pour les trafiquants d'organes en France. Parce que qui va s'intéresser à eux? Par contre, là où c'est très intéressant, c'est que quelque part, on a fait en sorte que des enfants français deviennent, comment dire, des migrants en France, puisque on leur donne... Ils disparaissent alors qu'ils ont une identité de naissance. Enfin, je crois que les auditeurs, et c'est ce que j'ai trouvé de plus effarant dans ton histoire, c'est que ouvrir le cercueil d'un défunt, d'un proche, et de découvrir cette chair fraîche, cette multitude de parties de corps, que même un médecin spécialiste, en l'occurrence dans l'émission de Julien Courbet, et merci à Julien Courbet de t'avoir invité à l'époque, le docteur Dominique Courtois, dit qu'il n'a jamais vu ça, mais personne n'a jamais vu ça. Et les gens qui travaillent dans le cimetière, la police, la justice, mais comment ça se fait que et la police et la justice, qui sont censés assurer la réglementation et le respect de nos lois, ne bougent pas à ce moment-là? Et c'est quand même incroyable ce qui va se passer. Et hop, on referme comme si de rien n'était, et on fait une expertise, et on prétend que c'est le corps de ta maman qui est dedans, malgré tout ça. C'est vrai, mais encore une fois, la réponse, Morad, tu l'as à travers ce spot. J'entends. Mais vraiment, c'est à travers ce spot. Et je le répéterai autant de fois qu'il le faut. On le répétera en conclusion. Et je le répéterai autant de fois qu'il le faut, parce que déjà, j'ai un ami auquel je pense à l'instant, qui s'appelle Lilo. C'est un journaliste également. Et chaque fois que je répète quelque chose, il me dit... Je dis, mais je l'ai déjà dit. Il me dit, non, répète-le encore une fois. Parce qu'il dit, la répétition, c'est la mère de la science. Et c'est bien parce que je me suis penché une quantité innombrable dans ce dossier que j'ai découvert autant d'anomalies, et j'en découvre encore, et j'en découvrirai encore. Je sais que tu en as encore découvert une récemment, mais il y a une que je veux dire qui me paraît complètement fou concernant cette policière, capitaine de police, quand même, qui va même pas dire où est morte ta maman pour assurer son crime. Enfin, c'est quand même incroyable. C'est une policière, capitaine, comme quoi elles sont capables de tout. Il y en a une au commissariat du 17e arrondissement de Paris qui s'appelle Émilie Salé, qui est capable d'autant de saloperies elle aussi. Mais en l'occurrence, celle-ci, c'en est une autre. Et elle va carrément faire, dans le rapport qu'elle écrit, elle ne précise pas l'endroit du décès. Elle dit exprès que c'est dans la commune de Gonesse. Voilà. Les gens, maintenant, moi, dans une commune. Voilà. C'est tout. Mais c'est vrai que c'est une mafia. C'est une mafia, mais au début, ils sont très bien organisés. C'est très organisé, parce que c'est très intelligent ce qu'elle a fait, parce que du coup, ça réveille aucun soupçon pour ceux qui connaissent pas. Par contre, ceux qui connaissent, ils disent tiens, c'est bizarre. Commune de Gonesse, elle était obligée de préciser, dire la rue, dire. Or, elle pouvait pas dire l'hôpital, parce que si elle disait l'hôpital, là, par contre, elle se mettait dans le rouge, parce que. Déjà, le rapport du médecin légiste, c'était le rapport normalement, le rapport du médecin de l'hôpital, et pas le sien du médecin légiste. Voilà, mais elle ne pouvait pas dire l'hôpital, parce que si c'était l'hôpital, on aurait dit, mais ce n'était pas à toi de faire le certificat de décès. Et si elle avait donné une rue, là par contre,
c'est la famille, on aurait dit, mais non, elle n'est pas morte là. Et ça me rappelle quelque chose que je vais te laisser évoquer. Oui, mais voilà, on en avait parlé en off, mais ça sera la conclusion. Voilà. Ça sera la conclusion parce que de cette première émission. Je voudrais que tu reviennes pour pas qu'on perde le fil avec nos auditeurs. Oui. Dans un mémoire du 25 juin 2003, justement, il est question d'un aller-retour assez très étrange du corps de ta maman. Est-ce que tu peux nous raconter ça, qui va être validé par un autre capitaine de police? Moi, j'ai trouvé ça quand même très étrange qu'il y avait cet aller-retour et qu'on avait encore une fois une remise en terre d'une autre personne que ta maman. Et alors, cet aller-retour, là, c'est la deuxième exhumation. Okay. Parce qu'on est sur il y a eu 2 exhumations. Et la deuxième exhumation, parce que qui aurait dû avoir lieu donc le 30 juin 2003. Non, 2007. 2003, c'était la première. Mais là, je suis toujours en 2003. Ah, d'accord. Crois-moi. Oui, parce que ton affaire est tellement dense, je peux comprendre que tu en oublies les dates. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, j'ai pris une multitude de notes. Des fois, j'oublie les documents, donc je regarde. Il y a un mémoire qui date du 25 juin 2003. D'accord. Et le corps d'Eliane Kabyl, donc ta maman, elle va faire un aller-retour entre le cimetière de Sarcelles et l'Institut médico-légal de Garches. D'accord. Et le 2 juillet, donc on est à 12 jours près, le 2 juillet 2003, il y aura une autre mise en terre d'une autre Madame Kabyl. Oui. Et donc, alors, parce que moi, je me suis posé quand même la question, parce que devant tous ces corps enterrés à des dates différentes, portant un seul nom, celui de ta maman, on se demande ce que fait la justice avec toutes ces preuves. D'autant plus que c'est toi qui vas me l'apprendre, un truc quand même complètement fou, que j'ignorais, vraiment. Je me suis renseigné, effectivement, il y a un article de loi qui s'y réfère, qui est l'article R 2213-46 du Code général des collectivités territoriales. C'est quand il y a quelque chose qui est inviolable, qui est porté par un défunt, lorsqu'il se rend dans une autre commune, en l'occurrence c'est le cas, ta maman était morte à l'hôpital de Gonesse, elle va faire l'autopsie à Garches, donc c'est 2 communes différentes, et là, effectivement, je te remercie de me l'avoir appris, il y a un bracelet à plomber qui est porté pour le transport de corps avant la mise en bière. Et là, où est le bracelet de ta maman? Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et puis alors, et encore une fois, c'est là où on voit vraiment la connivence. C'est-à-dire que dans le livre, en 4e de couverture, quand tu lis qu'il y a eu le concours de la justice pour pouvoir étouffer cette affaire. Oui, mais là, la police, elle fait un rapport quand le corps arrive. Et ben justement, elle identifie. Mais c'est pas seulement une chose. Elle identifie. Tu m'as appris que ce bracelet est obligatoire. Effectivement, il y a une loi. C'est une loi. C'est une loi. Bon. C'est obligatoire pour identifier un corps qui doit être transporté. C'est obligatoire, c'est la loi. Et je me suis renseigné, j'ai posé la question à des amis avocats. Et effectivement, ce qu'on m'a rapporté, tu peux me le confirmer, c'est que la police est là pour authentifier. Donc, il y a une sorte pour dire qu'effectivement, c'est bien le corps qui va être autopsié, c'est bien celui-ci. Alors là, comment ils font? Puisque ta maman, à aucun moment, elle porte ce fameux bracelet à plomber pour les transports. Oui, mais encore une fois, je vais l'expliquer correctement. C'est que quand son corps se déplace de l'hôpital vers l'Institut médico-légal, c'est à l'hôpital que la police doit venir poser ce bracelet, ce bracelet qui est plombé, qui est homologué. C'est pas n'importe quel bracelet, c'est un bracelet qui est inviolable et qui doit donc porter son identité. Mais cette identité, elle est contrôlée. C'est-à-dire qu'il faut qu'il s'assure que ce corps-là, donc il faut qu'il ait la pièce d'identité. Il faut que le médecin qui est à côté ait la pièce d'identité, qui montre bien que ce corps, c'est bien cette personne. Et uniquement à ce moment-là, c'est pourquoi on appelle ça, c'est la police judiciaire d'identification, quelque chose comme ça, ou d'identité. On dit la police d'identité judiciaire. C'est le terme. Et donc, c'est eux qui ont le rôle d'identifier le corps, de placer ce bracelet. Et donc, quand le corps va se déplacer, ils vont mettre une note pour dire tel jour, ils vont mettre le jour du départ,
Mais ça, on le trouve nulle part dans ton affaire. Et quand la personne arrive, le corps arrive sur le lieu de l'autopsie, il faut qu'ils mettent arrivé telle date, c'est bien elle. Quand elle va partir, ils recontrôlent et ainsi de suite. Mais où est ce bracelet ? Ce bracelet n'existe pas. Qu'est-ce qu'elle a écrit la police donc ? Et donc la police, lors de, c'est même pas la police, enfin ils l'écrivent dans un PV manuscrit par le greffier. Lors de l'autopsie, le médecin, il dit non seulement ça n'est pas le bracelet de l'hôpital, ce n'est pas le bracelet de Gonesse, c'est ni Gonesse ni Garches. Et là, ça aurait dû donc interpeller l'ensemble des autorités, surtout quand on a le doute concernant le corps, le réflexe du juge, le réflexe de toute personne de la justice, c'est comme si on doute d'une personne. Si on dit, monsieur, qui êtes-vous ? Du moment où je sors ma pièce d'identité, plus personne peut dire je ne suis pas cette personne. C'est la même chose. C'est-à-dire que ce cadavre, la seule façon de dire c'est lui, c'est ce bracelet. Donc là, il n'y en a pas. Et donc là, ce que comprennent nos éditeurs, c'est que dans les trafics d'organes, parce que c'est le cas, n'est pas le seul, apparemment, voilà, c'est l'usage. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on fait disparaître un corps, on n'arrive plus personne n'arrive à l'identifier quelque part, puisque, en tout cas, les prélèvements ont été faits. Vous êtes une famille beaucoup plus combattante que les autres, voire une des rares, parce que quand je vois les moyens que la police et la justice mettent au service des criminels, je dis bien que au service des criminels, parce que là, pour le coup, c'est pas une police au service et une justice au service des citoyens. Mais en tout cas, ceux qui ont agi dans ce sens, ils font honte à l'uniforme qu'ils portent, parce que j'ai plein d'amis policiers, donc c'est pas un procès contre la police, j'ai plein d'amis juges, c'est pas un procès contre la justice, mais en tout cas, contre certains criminels, et vous êtes de plus en plus nombreux, vous reconnaîtrez, à trafiquer le pire du pire. C'est-à-dire que là, maintenant, on parlait d'argent, on a parlé de terrain immobilier. Là, on est carrément dans le trafic d'organes, dans le trafic des cadavres. Parce que moi, il y a quand même un truc qui m'a interpellé, c'est que la première fois, le 19 février 2001, donc il y a un corps qui part bien du funérarium de Villetaneuse vers l'Institut médico-légal de Garches. On se rend compte que le même jour, il y a un autre corps au nom de ta maman qui part, lui, de l'hôpital de Gonesse vers l'Institut médical de Garches. Enfin, là, les policiers et les magistrats, qu'est-ce qu'ils font, quoi ? Ça les choque pas. Et lors de l'enquête de la commission rogatoire, il y a 2 personnes au nom de ta maman, donc au nom d'Eliane Kabil, qui vont séjourner au même moment à l'hôpital de Gonesse. Alors, est-ce que ça explique les 3 numéros d'admission pour en créer un faux avec une fausse identité ? Et là, je me dis que... Et on arrive à cette exhumation du 25 juin, effectivement, en plein été, enfin début de l'été, 2003, où là, pour le coup, on va découvrir qu'il y aura un aller-retour qui va être fait à votre insu entre le cimetière de Sarcelles et l'Institut médico-légal de Garches. Donc, en fin de compte, pour ceux qui nous écoutent, vous comprenez que là, nous sommes qu'à la première partie de l'affaire. Et ça, c'est très important puisque nous découvrons, je vais découvrir grâce à toi, qu'il y a des gens qui sont venus te voir, témoigner de tout ça un peu partout en France, de cas similaires dans plusieurs hôpitaux et cimetières et tout. Alors moi, je ne m'explique pas le concours de la police et de la justice pour ces criminels. C'est pour ça qu'on refait le procès. Ton affaire dure depuis 24 ans. Toutes les affaires que j'ai eu à traiter dans cette émission depuis maintenant, tout le monde comprend tout de suite. Les auditeurs, tout le monde comprend tout. Sauf les policiers mouillés dans l'affaire, sauf les juges mouillés dans l'affaire. Et ils font traîner l'affaire, ils détruisent des familles entières avec, l'argent des Français, parce que ces gens-là sont payés avec l'impôt et l'argent des Français. 2, le temps d'usure des familles qu'ils mettent en œuvre. Et le pire, comme l'a expliqué, ils vont créer contre les familles comme toi, qui vont commencer à se battre, des créances, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à mettre des amendes civiles pour que vous n'arriviez plus à respirer économiquement et socialement. Donc ça, chers auditeurs, c'est la première partie de l'affaire. Vous voyez, il a pris une bonne heure pour l'expliquer. Il faut que vous sachiez que elle va reprendre. On reprendra l'affaire au moment justement de l'exhumation. On arrivera à la prochaine émission à parler de la 2e exhumation.
au trafic des états civils, mais ça sera un peu plus pertinent puisque on rentrera dans les détails, puisque notre ami Thierry qui est là, éventuellement tu peux le dire, tu vas te débrouiller pour qu'à l'audience soit présent Bruno Berthélémé, donc tu vas nous dire qui est ce monsieur, et le jeu des questions-réponses complètement délirante qui va se passer. Alors, Bruno Berthélémé, c'est le PDG de la société Arpège. Donc, je crois qu'on va montrer un document concernant cette société. Ça sera montré à l'écran. Donc, c'est pas n'importe quoi comme société. Donc voilà, cette société, c'est le logiciel qui travaille avec littéralement toutes nos administrations et nos mairies. Ceux qui fabriquent le fameux logiciel qui réalisent les actes d'état civil. Donc vous voyez, c'est quand même pas rien comme société. Donc, Thierry, avec beaucoup de courage et sa famille, vont l'obliger à être présent à une audience pour rendre des comptes suite au fait que il y a eu autant d'état civil fait par rapport à sa maman, avec l'aide d'une capitaine de police. Alors, on t'écoute, Thierry, sur ce point. Juste sur ce point? Ouais, juste sur ce point, après je conclue, et puis dans 15 jours, on fera la deuxième émission. Sur ce point, c'est quand même un peu particulier, parce que c'est vrai que... déjà, ce qui est important, c'est cette série de questions-réponses, parce que donc il se présente en disant, oui, je suis donc Monsieur Bruno Berthélémé, donc je suis l'éditeur du logiciel de la société Arpège, qui édite le logiciel qui s'appelle Mélodie, utilisé par la mairie, entre autres, de Gonesse. Donc il explique à quoi ça sert. Et le principal, donc on lui pose la question, mais est-ce que vous êtes déjà allé voir comment fonctionne ce logiciel? Sa réponse, c'est non. Mais c'est quand même incroyable. C'est quand même lui qui est le patron de la société qui les fabrique. Il n'est jamais allé là-bas. Il dit non. Un champion. Il aurait pu dire, moi personnellement non, mais j'ai envoyé quelqu'un. Mais bon, moi non. Carrément, voilà. Carrément. Mais ce qui est intéressant, il dit jamais allé, mais là, on lui pose une question intéressante. Enfin, c'est toi qui vas lui poser la question. Non, c'est-à-dire que là, dans les questions qui lui sont posées, c'est directement la Cour, parce que l'enjeu est tellement important que c'est le président de la Cour qui s'intéresse fortement à ce personnage, parce que donc, je rappelle quand même que les actes d'état civil, sans ça, on n'a aucune existence dans la société. C'est-à-dire c'est grâce à son travail, à la sécurité qu'il apporte dans les actes, que nous existons ici en France et qu'on n'a pas d'usurpation d'identité. Et donc, on lui pose la question, il lui dit, mais parce que là, il y a quand même plusieurs actes pour la même personne, et là, il explique la raison pour laquelle il y a plusieurs actes. Il dit, dans l'affaire Kabyle qui nous intéresse, ils ont prénuméroter ces actes au motif que le week-end, comme l'état civil est fermé, donc on prénumérote des actes et que la personne qui a reçu l'acte n'était pas au courant que l'acte 81 avait été réservé à Madame Kabyle. Et donc, tout a été réenregistré sous l'acte 90. Lorsqu'ils se sont rendus compte de l'erreur, ils ont essayé de modifier l'acte en question. C'est la raison pour laquelle je lui pose une question clé. Et là, donc ils disent que l'erreur, alors c'est marrant d'ailleurs qu'ils disent ça, l'erreur qu'a fait l'agent le 24 février 2001, c'est de ne pas avoir consulté la liste. Or, le 13 février 2001, c'était un mardi. Donc, ça ne nous concerne pas. C'est-à-dire que cette liste, cette façon de prénuméroter, si vraiment c'est vrai d'ailleurs, ça ne peut se faire que le week-end. Donc, il fait un faux témoignage. Mais pas en semaine. Donc, déjà, il mène en bateau la Cour, et même la Cour n'a pas le réflexe de regarder que le 13 février 2001, c'est un mardi. Ouais. Donc, ça ne concerne pas le cas de figure sur lequel on expose. On lui pose une question directement, parce que cette question est importante. Je lui dis, il demande d'ailleurs, parce que pour la Cour, c'est un dysfonctionnement, il dit, ce dysfonctionnement a-t-il été corrigé? Berthélémé, Bruno répond, il peut y avoir des warnings, mais ce n'est pas quelque chose de bloquant. C'est pour l'application. C'est-à-dire que malgré qu'il utilise deux numéros,
on va lui dire « Ah mais attends, et ça a déjà été utilisé », mais il peut l'utiliser quand même. C'est-à-dire que finalement, notre téléphone est plus sécurisé que ce logiciel parce que je défie quiconque de mettre sur son téléphone 2 fois le même nom, le même prénom et un numéro de téléphone différent. On ne peut pas le faire. Du moment que le nom est le même, que le prénom est le même, c'est bloqué. Non mais là, c'est beaucoup plus grave. On a quand même affaire à quelqu'un qui fabrique comment on appelle ça, les logiciels pour les actes. Pour les actes d'état civil. Donc on a quand même, si en France, bon. Et c'est pour ça que la question qui suit est importante. Parce que je lui dis, je demande à ce monsieur, je lui dis, voilà, lorsque l'on construit un acte d'état civil, est-ce que la typographie peut changer? Lorsque c'est très intéressant. La typographie, parce que la typographie, attention, tout est rangé de la même façon. Est-ce que la date, est-ce qu'on peut faire avec le même jour, à la même heure, à la même date, à la même minute, avec le même numéro d'acte, pour 2 personnes différentes, 2 noms différents? Sa réponse est oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Voilà. Avec ça, tout est dit. Donc, le mec, il signe 2 fois son crime. Ah oui. Et la cour se tait. Ah oui, oui. Attendez, de toi à moi, c'est pas très rassurant pour la bonne marche de ce pays et de notre pays. Et pour nos auditeurs, là, je pense qu'ils sont en train de se dire on est en plein délire. Non. Tout ça est vrai. C'est là. C'est pour ça qu'on refait le procès. Ce que n'a pas vu la justice, sciemment, manifestement, puisque là, les contradictions de ce personnage sont telles que n'importe qui voit qui ment comme un arracheur de dents. D'ailleurs, qui répond à une question où juste avant, il disait que il ne se rendait pas lui-même pour savoir si ça marchait ou pas sur place. C'est bien la fois où il répond non, mon cher Thierry. Donc, il y a juste un point qui est important, parce que là, j'ai quand même 2-3 observations juridiques à faire qui sont quand même très importantes. C'est que la pratique donc, qui constitue à faire signer par un officier d'état civil, on est d'accord, un acte ultérieurement à son enregistrement, donc c'est-à-dire le dresser, c'est fortement illégal. Tu me rappelleras ce qu'est l'Y, on y viendra juste après. Modifier le nom du déclarant ultérieurement au dressé de l'acte est tout autant interdit. Donc on a le fameux acte 81, premier déclarant, un médecin d'hôpital, déclarant enregistré par la fameuse capitaine de police. On a la validité le 22 février de l'acte 81 comme déclarant en date du 14 février un intervenant, donc là encore la capitaine de police, qui n'apparaît pas dans le dossier que le 16 février, suite à la plainte de toi et de ta famille, en demande d'autopsie. Tout ça, on sait que c'est juridiquement impossible. Enregistrer 2 actes pour 2 personnes différentes et portant le même numéro, même jour et à la même heure sur une même page de registre est interdit. Le fameux acte qu'on a ici. Bon, ça... Ils le savent tous, police, justice, administration, bref, service de la mairie, le maire lui-même, on y reviendra dans la 2e émission. Délivrer un acte non signé physiquement par l'officier d'état civil, c'est interdit. Donc l'acte 90 qui est remis à ta famille le 22 février, apparemment strictement conforme et authentique, n'est pas signé physiquement sur le registre papier avant d'être annulé illégalement. Enfin, les Français sont en train de se rendre compte qui ne sont plus du tout dans un état auquel... on est dans une mafia. On est dans une mafia. Une vraie mafia. Et là, en plus de ça, le fameux YIGREC, comment dire, impossible matériellement, parce que c'est là où tout à l'heure, en début d'émission, je parlais d'ADN administratif infalsifiable. Et donc là, comme c'est falsifiable, toute la société française, tous les Français... quelle que soit leur couleur de peau, leur âge, leur religion, tout ça, on s'en moque, je parle de tous les Français, là, la société, elle est en péril, quoi. Parce que du coup, il n'y a plus rien d'infalsifiable. Mais bien sûr qu'elle est en péril, mais elle est en péril et c'est tellement vrai que c'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai exposé donc, ces faits au consul de Russie, c'était lors d'un voyage à Madrid, il a participé à une conférence avec moi.
et il a tout de suite décroché son téléphone pour contacter une personne au Parlement italien, et j'étais convié à faire une conférence sur l'identité, sur justement les actes, parce qu'ils étaient très intéressés à ce question-réponse avec celui qui fabrique les logiciels en France, d'autant plus que, ça c'est comme un scoop, regardez bien. Là, vous savez que quand une personne décède, comme je vous ai dit, c'est le certificat ou une naissance qui va enclencher l'acte d'état civil. Regardez bien ce qui se passe. L'acte, il est là. Et quand une personne décède dans une commune qui n'est pas son lieu de vie, il y a ce qu'on appelle une transcription. C'était le cas de ma maman, puisqu'elle est morte à Gonesse, et la transcription qui est ici a été donc envoyée à Sarcelles, qui était son lieu de vie. Qu'est-ce qu'on peut lire ici sur le dressé? Le dressé est le 14 février 2001, 23 minutes. 14 février 2001. Mais si je regarde ici, par exemple, et je prends l'acte 90, le dressé est le 21 février 2001. Donc, comment dans cette transcription, on peut avoir deux dates de dressé différentes? Un le 14 et un autre le 21. C'est impossible. Oui, mais manifestement, tu prouves que c'est possible. Ce qui est énorme en termes... Tout est là, voilà. Voilà, ce qui est énorme, voilà, tout est là, les preuves matérielles sont là. La police, c'est pire que tout, c'est quand même une policière qui va faire ses démarches à l'emporte-pièce et de manière complètement illégale et bien sûr criminelle. Une justice qui va le confirmer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tous nos auditeurs aujourd'hui, sachez que vous êtes en danger. Alors c'est pas anxiogène comme discours. Mon discours se veut rassurant puisque je vous amène là. Nexus vous invite un témoin. Nexus vous invite une personne qui vit cette réalité cruelle. C'est un témoin. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir ce témoin, puisque la justice, vous voyez, ce qu'elle a essayé de faire, c'est aussi de le faire taire en le condamnant, lui et sa famille, extrêmement lourdement. Donc, c'est la fin de cette première émission. Je voulais la conclure en vous disant un point très important qui sera abordé lors de la prochaine émission. Sachez que lors de cette série de 3 numéros avec Nexus concernant le trafic d'organes, j'ai ici un dossier complet concernant, écoutez-moi bien, c'est le scoop, c'est le dossier concernant toutes les victimes du 14 juillet lors de l'attentat à Nice. Ce que je suis en train de vous dire, ce que je suis en train de vous montrer, c'est qu'il y a une étroite et très grave corrélation entre l'histoire et l'affaire Thierry Kabil et ce qu'on retrouve dans ce dossier. Non seulement il y a eu des prélèvements d'organes qui ont été faits illégalement, et même le procureur antiterroriste de l'époque, M. François Molins, va finir par avouer que les prélèvements étaient peut-être un peu abusifs. Voyons, sans prévenir les familles des victimes, nous retrouvons dans cette affaire d'une gravité sans nom, on parle d'attentat, des actes de décès qui ont été délivrés à des dates différentes. Il faut savoir que des personnes sont malheureusement décédées sur place le 14 juillet, d'autres après avoir été transférées à l'hôpital, malgré tous les soins et tous les efforts des médecins et des infirmières. Ils n'ont pas pu survivre et ils sont morts quelques jours après. Or, on retrouve des actes de décès délivrés à la date du 14. On retrouve dans l'affaire des attentats de Nice. Et il est fort probable que ça se soit aussi déroulé lors des attentats du Bataclan. Nous retrouvons non seulement des prélèvements d'organes qui vont, une fois que certaines familles vont lutter, être rendus à leur famille sans garantie que ce soit les vrais organes qui ont été livrés. Pour les familles qui ont la rage au ventre de voir autant de malhonnêteté de l'institution judiciaire, ils vont s'assurer à ce que les rares morceaux pour être prélevés les ADN ne le soient plus. Voilà comment ont été traitées les familles et comment sont traitées en France les familles des victimes des attentats. C'est une affaire sans précédent. L'affaire Thierry Kabil a pu amener à faire
de permettre des liens. Voilà, j'ai tout le dossier. Vous entendez bien, bande de voyous, tricheurs, au plus haut sommet de l'État. Vous allez rendre gorge. Vous allez rendre des comptes pour tous ces Français. Pour tous ces Français. Moi, je ne fais aucune distinction de couleur, de race ou de religion. Ce n'est pas la politique de Nexus. Nous sommes motivés par cette volonté de justice. Justice à l'endroit des personnes victimes. Voilà. Donc manifestement, nous en parlerons lors de la prochaine émission et nous prendrons suite avec Thierry Cabil de la deuxième partie de ton affaire, qui est la deuxième autopsie, avec autant d'incohérences, je vous rassure. Voilà. Mais encore une fois, merci, chers auditeurs, de faire vivre cette chaîne, de faire vivre Nexus, car nous voulons à tout prix être aux côtés des victimes, de tous ceux qui sont comme vous, voilà, un jour pris dans l'étau de cette mafia. Voilà. Alors, encore une fois, restons optimistes. Continuons à animer de la joie en nous, parce qu'à partir du moment où nous sommes du côté du vrai, de la révélation, ça va permettre une renaissance. Et ça va permettre, une bonne fois pour toutes, à ce que des magistrats soient dans leur statut pénalement, reconnus pénalement, enfin leur responsabilité soit engagée pénalement et professionnellement suite à leur faux en écriture, à leur, tricherie de toutes sortes. En tout cas, sachez une chose, merci à vous de poursuivre cette aventure avec nous. Mon cher Thierry, tu as un courage incroyable. Merci à toi. Je remercie encore tous ces organes de presse et je remercie nos amis antillais avec qui j'étais encore en contact récemment. Mes amis aux États-Unis qui m'ont donné des éléments concrets effectivement sur ton affaire, ainsi que mes amis en Russie et quelques amis concernant les pays des BRICS, puisque c'est regardé de très près à l'étranger ce trafic de corps humains en France, donc vivants, à l'hôpital, pour leur voler les organes, et puis en tant que cadavre, où effectivement, ça va permettre à cacher les corps des enfants disparus, après avoir largement été violés et abusés, par des gens qui sont manifestement suffisamment puissants pour que et des policiers et des juges non seulement se taisent, mais produisent des actes illégaux. Voilà. Alors je voudrais que tu conclues cette émission, mon cher Thierry, avant la prochaine, que j'espère dans 15 jours. Ouais, on est en bonne santé, on n'a pas envie de se suicider, hein, je le rappelle. Bon. Oui, moi, allez, la conclusion, mon cher Thierry. Pour moi, la conclusion, c'est la suivante, c'est que finalement, ces personnes qui malheureusement commettent des actes vraiment répréhensibles pour les institutions, qui sont quand même financées par l'argent de chaque Français, mais qui ne représentent pas nos valeurs en tant que Français. Et qui, malheureusement, aujourd'hui, si la France est en train de s'écrouler, c'est bien parce que ces valeurs n'ont jamais été respectées par les personnes qui sont censées être nos représentants. Et pour moi, la justice, c'est la clé vraiment d'un pays qui est donc non seulement juste, non seulement sécurisé, parce que s'il y a une vraie justice, il n'y a pas de criminels. Et aujourd'hui, ces criminels, malheureusement, sont du côté du pouvoir, et c'est la raison pour laquelle il est impuni à ce jour. Et j'espère peut-être demain qu'on aura une solution avec l'intelligence artificielle et remplacer tous ces juges par l'intelligence artificielle, parce que là, il n'y aura pas de tromperie. Écoute, c'est ta conclusion. Je ne veux pas faire de réserve sur l'intelligence artificielle, même si j'en ai. Je t'invite et je te renvoie à d'autres numéros de la revue Nexus. Je te remercie en tout cas pour... Et on mettra d'ailleurs en couverture un numéro de Nexus qui traite de l'intelligence artificielle. En tout cas, écoute, merci à toi. Merci de garder le sourire. Bah oui. Voilà. Et puis, ton témoignage, je pense que les auditeurs, tu le verras, ils vont le faire progresser, le faire connaître. Et tu auras encore 2 autres conclusions à faire. Voilà. En tout cas, je t'embrasse et je te remercie 1000 fois, mon cher Thierry. Parfait. Merci à vous. Et puis, je vous dis à dans 15 jours pour la suite avec Thierry. Et la semaine prochaine, j'aurai un autre invité. Date était prévue par avance, qui traitera des délires administratifs entre le tribunal administratif et le ministère de l'Intérieur en France. Voilà. Je vous embrasse fort. Merci à vous. Et encore merci à Nexus pour la confiance qu'il nous accorde à faire ce type d'émission.
Au revoir.